musique pour orchestre symphonique. Je publie régulièrement des morceaux sur ma chaîne YouTube, Instagram et également Facebook. Je fais ça par passion, j'ai un métier à côté. Je voulais juste vous partager mon expérience et mon apprentissage de l'écriture de la musique et notamment de la musique symphonique, notamment ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites et comment j'ai pu progresser au cours de ces dernières années. Donc déjà, la première erreur que j'ai faite, c'est de négliger la théorie. J'ai négligé l'étude. Je pensais que la musique allait sortir naturellement au piano, ce qui m'a valu de stagner pendant plusieurs décennies avant de commencer à faire des progrès. Donc j'ai pris des leçons, donc des leçons d'harmonie, de contrepoint, d'orchestration, de composition. J'ai lu des ouvrages sur le rythme, et notamment des écritures pour batterie. J'ai étudié la production électronique et également comment préparer du matériel d'orchestre pour les enregistrements avec les orchestres symphoniques avec qui j'ai pu enregistrer certains de mes travaux. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ces matières, l'harmonie, c'est la lecture ou l'écriture verticale de la musique. C'est ce qui se permet à la musique de sonner plein et également d'articuler la musique avec ces notions de questions et réponses. Les enchaînements harmoniques, en fait, ont une importance singulière sur l'articulation, la ponctuation des phrases musicales. Il y a des fonctions, les accords ont des fonctions, et notamment des fonctions, et il y a des cadences. Donc, je vous laisserai approfondir ce sujet, mais l'harmonie est un sujet vaste. J'ai pris 3 ans de cours d'harmonie avec plusieurs professeurs, donc c'est un travail conséquent à réaliser, mais une fois que vous avez les réflexes d'écriture, ça va vous aider énormément dans la composition. Deuxième matière, c'est le contrepoint. Donc le contrepoint, c'est le chant contre chant, c'est comment on écrit une mélodie par-dessus une mélodie. Donc il y a un certain nombre de règles, beaucoup de règles d'écriture qui sont relativement strictes. Il est nécessaire de pratiquer des exercices de contrepoint avec un professeur. Au début, en tout cas j'ai fait beaucoup d'erreurs, et progressivement on a une écriture plus fluide et on arrive plus facilement à écrire des chants sur des chants, à écrire des canons, à écrire des strets. Dans l'écriture musicale, cette maîtrise du contrepoint est essentielle, notamment lorsqu'on essaie de développer des thèmes. Ça rend les choses peut-être, en tout cas moi je le trouve plus intéressantes. La troisième matière, c'est l'orchestration. Donc l'orchestration, c'est comment répartir votre musique dans la masse orchestrale. Donc ça peut être un orchestre symphonique, ça peut être un quatuor avec des instruments avant, ça peut être un groupe avec une guitare basse, une guitare électrique, une batterie, un clavier. Donc l'orchestration, c'est comment on utilise les ressources à disposition, les ressources instrumentales. Alors, l'orchestre, c'est pas seulement une sorte d'énorme synthétiseur. Les instruments d'orchestre ont également des fonctions lorsqu'on essaye d'articuler sa pensée musicale. Et on utilise les instruments d'orchestre, pas les mêmes, en fonction des effets recherchés. Donc effectivement, il y a une notion de qualité de son, une qualité, un son recherché, mais il y a également une fonction, un certain nombre d'instruments qu'on va faire rentrer, notamment pour des crescendo. Écrire un crescendo et donc jouer de plus en plus fort, c'est pas suffisant pour un orchestre. En fait, c'est introduire progressivement des instruments, et on les introduit dans un ordre particulier. Certains des instruments apportant une augmentation de dynamique plus importante que d'autres et apportant plus de puissance que d'autres. Et c'est la même chose pour les décrescendo. Donc l'orchestration également est une matière que l'on apprend avec des professeurs, mais également en étudiant les partitions des grands maîtres. Je reviendrai là-dessus. Ensuite, l'autre matière après l'orchestration, c'est la composition.
c'est étonnant de découvrir que les œuvres de Beethoven, Mozart ou d'autres plus récentes, en fait, obéissent à des règles d'écriture. Et, et les thèmes que l'on peut entendre, notamment dans la musique de film, répondent à ces structures qui, en fait, ne sont pas nouvelles et qui ont été inventées, en tout cas inventées, utilisées, je ne sais pas, mais en tout cas par les grands maîtres classiques. J'ai mis des années avant de trouver un livre qui aborde ce sujet correctement. Je vais vous le recommander, je mettrai le lien de cet ouvrage. Et d'ailleurs, les différents ouvrages sur les matières que j'évoque, je mettrai le lien vers cet ouvrage. Donc, il y a des règles pour écrire un thème. Généralement, un thème va être écrit en 8 mesures. Les 2 premières mesures vont être utilisées pour présenter le thème. Les mesures 3 et 4 vont être utilisées pour répéter le thème, mais transposer. La mesure 5 et 6 va être ce qu'on appelle une fragmentation, c'est qu'on va prendre la partie intéressante du thème et on va accélérer le tempo harmonique et on va utiliser ce fragment. Et les mesures 7 et 8 sont les mesures cadencielles, c'est-à-dire pour terminer la phrase. Et en fait, le principe même de cette écriture est qu'une musique mémorable est une musique qu'on mémorise. Et si on doit la mémoriser, il faut qu'elle soit répétée. D'où le fait que les mesures 3 et 4 répètent les 2 premières mesures et que la fragmentation reprend une partie d'éléments, de fragments intéressants du thème. Bon, il y a d'autres structures qui existent, mais celle-ci est la plus commune. Et on peut la retrouver chez de nombreux compositeurs classiques, mais également chez John Williams. Ensuite, il y a le rythme. Écrire pour une batterie, ça s'apprend. Il y a des livres. Je mettrai également le lien du livre que j'ai trouvé particulièrement instructif sur le sujet. On peut utiliser bien évidemment des boîtes à rythme, mais c'est quand même beaucoup mieux de savoir écrire la batterie pour soi et c'est finalement pas si compliqué. Il y a quelques règles de base à connaître. Ensuite, il y a la production électronique. Ça prend beaucoup de temps, c'est technique. Et il y a heureusement beaucoup de vidéos sur YouTube qui abordent le sujet et qui sont des mines d'or. Personnellement, j'ai utilisé différents logiciels musicaux. J'ai utilisé Cubase, j'ai utilisé Logic Pro. Maintenant, j'utilise Dorico. Je suis plus à l'aise avec la notation musicale et il y a des fonctionnalités de composition qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut trouver sur Cubase. Je suis beaucoup plus productif avec ce logiciel et je peux écrire un morceau symphonique de 5 minutes en 3 heures de temps grâce à ces fonctions qui me simplifient beaucoup la tâche. Et surtout, l'interprétation est automatisée avec un logiciel qui vient se plugger sur Dorico qui s'appelle Note Performer. Donc, je n'ai pas à m'ennuyer avec le phrasé et tout ce qu'on appelle les MIDI et ACC, donc les éditions des différentes courbes MIDI des instruments que j'utilise. Et enfin, une dernière formation que j'ai appris plus récemment, c'est la préparation de matériel d'orchestre. Écrire une partition, c'est une étape. Savoir préparer un matériel d'orchestre en est une autre. Il y a un certain nombre de règles à connaître, notamment de taille, de portée, mais également ce qu'on appelle les tournes, c'est-à-dire qu'il faut envisager que les musiciens vont devoir tourner les pages, donc il faut placer ces tournes aux bons endroits. Et également, il faut donner des repères aux musiciens pour savoir à quel moment ils doivent intervenir. Donc des indications de répétition. Donc voilà, l'apprentissage, harmonie, contrepoint, orchestration, composition, rythme, production électronique et préparation de matériel d'orchestre. Enfin, c'est un programme assez vaste et il faut s'y lancer assez tôt et surtout étudier, avoir des professeurs et étudier. C'est peut-être le côté frustrant, c'est que ça ne vient pas du jour au lendemain. J'ai mis quelques années avant de maîtriser un petit peu ces différentes techniques et encore, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, qu'est-ce qui a ralenti mon apprentissage sur ces techniques, sur ce sujet ce qui a ralenti mon apprentissage, déjà, c'est qu'il y a énormément de sites et de livres. Alors, la caméra est devenue floue. Il y a énormément de livres et de sites qui sont inutiles, avec des conseils parfois complètement idiots. Je dirais qu'il y a 90%
des sites qui sont consacrés à l'écriture musicale et à l'harmonie qui sont complètement idiots. Des livres inutiles que j'ai achetés. On se demande parfois où les auteurs avaient la tête. En tout cas, ça me fait perdre pas mal de temps. Ensuite, il y a les professeurs. Il y a un professeur pour chacun. Il y a des professeurs qui vous conviendront plus que d'autres. Les professeurs ne sont pas toujours pédagogues. Ils n'offrent pas toujours de cadre structuré. Donc, il faut se faire conseiller sur les bons professeurs pour vous accompagner. Il y a d'excellents professeurs d'orchestration, d'excellents professeurs de contrepoint, de production musicale. Ensuite, qu'est-ce qui a ralenti mon apprentissage? J'ai été trop by the book. Trop by the book, c'est-à-dire à trop vouloir respecter les règles que j'avais apprises. En fait, la musique, c'est pas ça. Il faut à un moment donné savoir s'affranchir des règles. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des choses intéressantes. Donc, juste une leçon, c'est que les règles n'écrivent pas la musique. Donc alors maintenant, mes grandes découvertes. Déjà des livres sérieux, je vais mettre les liens sur ces livres dans la vidéo. Il y a un excellent site pédagogique qui s'appelle scoreclub.net pour ceux qui parlent anglais, qui est une mine d'informations et qui résume parfaitement ce qu'on doit savoir lorsqu'on souhaite composer des musiques sérieuses. C'est payant, mais sincèrement, le coût en vaut vraiment la peine. On apprend des choses passionnantes, c'est très bien fait. C'est sans doute le meilleur site d'éducation musicale que je connaisse. Ensuite, en troisième point, c'est surtout étudier les partitions des grands maîtres. Les partitions sont disponibles soit à l'achat, soit pour les plus anciennes en téléchargement sur des sites comme ISLMP, pour les plus anciennes qui sont libres de droit. Étudier les partitions, dans tous les sens et plusieurs fois. Étudier les partitions pour apprendre l'harmonie, étudier les partitions pour apprendre le contrepoint, étudier les partitions pour apprendre la structure d'une œuvre, étudier les partitions également pour comprendre le geste orchestral de l'auteur. En fait, il n'y a pas de meilleur livre que les partitions des grands maîtres. Vous prenez Mozart, Beethoven, et vous prenez, si vous vous intéressez à l'harmonie, vous prenez le Requiem de Mozart, et vous pouvez le lire 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois, étudier l'harmonie à partir de Requiem. Vous allez avoir un bagage sérieux en harmonie classique. Dernier conseil, ma grande découverte, c'est être libre. En fait, la musique, c'est la liberté. La théorie ne sert qu'à comprendre pourquoi quelque chose sonne mal. Donc, quand j'écris de la musique, finalement, j'écris ce qui me passe par la tête. Je me soucie pas trop de savoir si c'est correct, si ça va bien sonner ou pas. J'écris ce qui me passe par la tête. J'écris le contre-champ, j'écris les harmonies qui me passent par la tête. Et parfois, ça sonne pas bien. Mais au moins, il y a l'attention, il y a le geste musical. Ensuite, le bagage technique en termes de contrepoint et d'harmonie va vous dire quelle note ou quel groupe de notes en fait pose problème. Qu'est-ce qui ne marche pas ou quel est l'accord qui ne marche pas et qui peut être corrigé. Et ensuite, vous corrigez. C'est un peu comme un pâture, vous donnez des coups de pinceau et après vous affinez. Ça se modèle progressivement et la théorie vous permet très rapidement d'identifier le problème et de le corriger très rapidement. Ce qui fait que vous avez la liberté du geste musical et vous avez ensuite la connaissance qui vous permet de faire les ajustements fins nécessaires pour que ça sonne correctement. Ensuite, l'orchestration. C'est ce que je disais au début de la vidéo. L'orchestration, on me dit c'est un orchestre, c'est un synthétiseur. C'est vrai et c'est pas vrai à la fois. C'est vrai que on peut combiner différents instruments pour créer des sons. Mais en fait, un orchestre, l'orchestration, c'est orchestrer dynamique, comme j'ai dit, pour les crescendo, c'est orchestrer les accents, c'est épaissir un thème,
C'est tout un tas de choses qui sont liées à la nature même de la musique et c'est pas uniquement le son, hein. C'est également un outil pour articuler sa musique et rendre son intention musicale plus claire. L'orchestration également, c'est gérer l'espace sonore. Donc, bien évidemment, il y a l'auteur, les timbres, la largeur et surtout le spectre stéréo. C'est-à-dire que quand vous écrivez la musique, il faut garder en tête l'emplacement dans l'espace de vos instruments. Si vous voulez avoir un son large, imaginez que vous faites jouer des instruments à gauche, dans les aigus. Si vous voulez avoir un son large, pensez à avoir un instrument aigu à droite, sur le même registre, quitte à faire une doublure ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous donner une sensation de largeur stéréo. La même chose pour les basses. Ensuite, comment gérer l'espace stéréo? Si vous faites jouer un instrument à gauche, une mesure, vous pouvez lui créer une réponse en jouant un autre instrument à droite, sur le même registre ou sur un registre différent. Donc créer des échanges, des questions-réponses au sein de l'orchestre, entre les instruments, mais également dans l'espace. À droite, à gauche, devant, derrière. Ensuite, pour ça, il faut garder en tête une chose que j'ai apprise également, c'est que ce qui apparaît au premier plan, par rapport à ce qui est en deuxième plan dans un orchestre, en premier plan, c'est tout ce qui bouge, plus vite que le reste, donc tous les mouvements rapides, tout ce qui est aigu, tout ce qui est timbré. Donc, si vous voulez mettre des instruments, en tout cas une voix en second plan, ralentissez le rythme de cette voix, changez le timbre, allez dans les registres plus graves et l'instrument disparaîtra du premier plan. Tout ça est très bien expliqué dans le site scoreclub.net, donc je vous invite à regarder. Donc ensuite, il y avait effectivement la construction de votre thème avec les 8 mesures, les 2 plus 2 plus 2 plus 2, donc, que j'ai mentionné au début, donc les 2 le thème, les 3 et 4 la répétition du thème, la 5 et 6 la fragmentation du thème et la 7 et 8 la cadence. Ensuite, et ça j'ai encore du mal, mais c'est de vous fixer des critères pour vous dire que votre musique est terminée. Les critères peuvent être, en tout cas moi c'est les critères que j'essaie de me donner, c'est est-ce que ma musique respire? Est-ce qu'il y a des moments où la musique respire? Donc est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce qu'il y a des ralentissements de rythme? Est-ce qu'il y a du mouvement? Donc à l'inverse, est-ce qu'il y a des parties qui sont assez dynamiques? Et est-ce qu'il y a de l'énergie? Ensuite, est-ce qu'il y a du contraste? Des contrastes de dynamique, des contrastes de tempo, des contrastes d'instrumentation. Est-ce que c'est chaud? C'est-à-dire que est-ce que le rendu dégage de la chaleur? Alors c'est sûr que quand on fait de la musique électronique et qu'on programme des notes, avec un rythme parfait, c'est pas chaud, ça ne marche pas. Donc le conseil de mon professeur d'orchestration, enfin d'un de mes professeurs d'orchestration, c'est de rejouer au piano les phrases les plus importantes. Ce que je ne fais pas toujours, mais en tout cas c'est l'idée, c'est de créer de la chaleur en humanisant au maximum les phrases qui sont au premier plan. Donc avec des rubatos, des variations de tempo, de la chaleur. Ensuite il y a la largeur, donc j'en ai parlé, la largeur stéréo. Donc bien penser à équilibrer gauche et droite, et d'avoir toujours au moins dans les aigus, de l'aigu à gauche, de l'aigu à droite, et quand vous êtes plus dans les graves, essayez d'avoir de l'aigu à droite et à gauche pour élargir et penser que vos instruments sont positionnés dans l'espace. Et ça, juste une remarque, c'est que les instruments virtuels qui sont vendus sont positionnés au centre, avec une image stéréo gauche-droite, mais qui ne reproduit pas du tout le positionnement de l'instrument dans l'espace. Donc, il y a des logiciels qui existent, hein. Celui que j'utilise, c'est celui de Vienna Ensemble, enfin, c'est Vienna Mir Pro, qui vous permet de positionner les instruments dans l'espace
Et c'est absolument important. Heureusement, beaucoup de librairies aujourd'hui publiées, notamment les librairies orchestrales comme le Spitfire, celle publiée par Spitfire, tous les instruments sont déjà positionnés, les instruments orchestraux, donc vous n'avez pas à faire ce travail. Mais si vous voulez rajouter un piano, si vous voulez mettre une guitare, pensez à le positionner dans l'espace et pas utiliser uniquement l'instrument virtuel out of the box dans votre logiciel musical. Et ensuite, dernier point, dernière découverte importante, c'est l'intérêt de la musique. En fait, l'intérêt de la musique réside dans les déséquilibres, la résolution des déséquilibres. Je m'explique. Ce qu'on aime dans la musique, c'est pas les beaux accords, c'est lorsqu'il y a des dissonances. Et en fait, si je me corrige, hein, c'est pas la dissonance qui me fait plaisir, c'est la résolution de la dissonance. Donc, si vous voulez faire de la bonne musique, vous devez créer des dissonances et les résoudre correctement. Une dissonance, si vous prenez des cours d'harmonie, on va vous expliquer que ça se prépare. Et donc la dissonance doit toujours faire partie, en tout cas le plus souvent possible, partie de l'accord précédent. Enfin bon, il y a différents types de dissonances et il y a des cours très bien sur le sujet. Mais c'est créer des dissonances, les résoudre. Mais en fait, ces résolutions dépassent même le cas des dissonances harmoniques. Ça va être ça va être également les dissonances, enfin les déséquilibres rythmiques et notamment les syncopes. Enfin, donc lorsque le rythme se résout sur quelque chose de régulier, il y a également un plaisir à l'écoute qui survient. Donc c'est pas seulement la résolution de la dissonance, mais la résolution d'un déséquilibre rythmique. Et de la même façon, il y a la résolution harmonique, donc les cadences également qui sont appréciables. Donc voilà rapidement une vidéo sur ce que j'ai appris, je voulais la poster. Alors je ne vais pas la poster sur ma chaîne principale, où vous trouverez la plupart de mes compositions. J'ai voulu créer une chaîne YouTube à part, sur laquelle je vais sans doute poster d'autres vidéos qui rentreront peut-être en détail sur ces sujets en fonction des commentaires que vous pourrez laisser. Je vous laisse écouter mon travail, faites-moi des réactions, posez-moi des questions, j'essaierai d'y répondre sur cette chaîne. À nouveau, je vais mettre en lien, dans la vidéo un certain nombre d'ouvrages que je vous conseille vivement, en tout cas qui sont des bons ouvrages qui vont vous permettre de faire des progrès. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une bonne étude et de bonnes compositions.